Il ne fallut que 6 minutes, 6, toutes petites minutes pour allumer l'incendie diplomatique le plus ravageur entre Paris et Tel Aviv depuis l'ombre du blocus de 1967. Un éclair verbal et la planète basculait dans une scission idéologique irréversible à propos du conflit israélo-palestinien. À la tribune, Benjamin Netanyahou, tout juste descendu de sa tirade enflammée, croyait avoir porté l'estocade décisive. Il avait exalté avec une ferveur que d'aucuns qualifieraient de messianique ce qu'il considérait comme l'évidence absolue, le droit inviolable d'Israël à se défendre. Quant aux hôpitaux pulvérisés, aux écoles effondrées, aux corps sous les gravats, de simples dommages collatéraux, dit-il, inévitables, lorsqu'on affronte une organisation terroriste cynique comme le Hamas. Fort de sa posture d'homme d'État assiégé, mais intransigeant, Netanyahou fixait alors Sébastien Lecornu avec ce regard de stratège sûr de son fait, cette prestance forgée par des années à incarner l'inflexibilité sécuritaire. Sa voix intérieure sans doute le rassurait, sa démonstration était béton, ses arguments à l'épreuve des critiques. Il s'imaginait déjà avoir désamorcé l'hostilité européenne d'un revers de syllogisme comme on éteint une flamme d'un souffle bref. Dans le sanctuaire glacial du Conseil de sécurité des Nations Unies, climatisation ronronnante, incluse une atmosphère pesante, s'était installée cette lourdeur feutrée qu'on ne trouve qu'aux portes des grandes fractures diplomatiques. Autour de la table ovale, ce ne sont pas les discours qui alourdissaient l'air, mais les chiffres, ces vérités silencieuses qu'aucun ambassadeur n'ose ignorer. 41 000 Palestiniens morts d'après les bilans gazaouis, dont 16 000 enfants et 11 000 femmes, des hôpitaux devenus cibles des écoles transformées en fosses communes, des camps entiers rayés des cartes géographiques. Des images diffusées aux quatre coins du globe déclenchant un malaise planétaire sur la fameuse proportionnalité de la riposte israélienne. Mais un détail presque imperceptible aurait dû éveiller l'instinct politique de Netanyahou, l'impassibilité tranchante de Lecornu, une forme de résolution inédite qui tranchait avec le ton tempéré, voire timoré habituel de l'élite européenne face à Israël. Car sous les arguments techniques et les explications stratégiques, il y avait une vérité brutale que le Premier ministre israélien s'entêtait à balayer. La France ne tolérait plus que l'on maquille des massacres civils en dommages collatéraux nécessaires. Ce qui allait suivre n'était pas une simple passe d'armes diplomatique. C'était un choc frontal qui allait ébranler Tel Aviv, fracturer les opinions publiques occidentales et peut-être inscrire une ligne de rupture définitive dans les annales des relations euro-israéliennes. Pour prendre la mesure du tremblement de terre politique qui s'apprêtait à secouer l'enceinte onusienne, il fallait remonter 3 mois plus tôt à l'instant précis où les premières images atroces de Gaza avaient commencé à fissurer la conscience collective en France et dans toute l'Europe. Des scènes qu'on aurait cru sorties d'un cauchemar, des familles broyées, sous les ruines des enfants démembrés dans des hôpitaux, à l'agonie des convois humanitaires pulvérisés malgré la transmission de leurs coordonnées à l'armée israélienne. Ce flot d'horreur visuelle avait profondément ébranlé Emmanuel Macron ainsi que son entourage gouvernemental. Lors d'une réunion de crise en Conseil de défense, le président s'était laissé aller à une question qui en disait long sur son trouble. Peut-on sérieusement parler de légitime défense quand les victimes se comptent par milliers de civils innocents? La réponse qu'il s'imposait alors était glaçante. Entre la menace terroriste et l'ampleur de la riposte israélienne, il existait un gouffre béant. Ce vertige moral allait déboucher sur une révision en profondeur de la position diplomatique française au Moyen-Orient, une relecture brutale des équilibres jusqu'alors acceptés. Là où ses prédécesseurs avaient souvent choisi la voie de la prudence paralysée par la peur d'être taxés d'antisémitisme, dès qu'il s'agissait de critiquer Israël, Sébastien Lecornu lui avait opté pour un virage assumé et radical. Il décida de rompre le silence diplomatique feutré en livrant une critique méthodique documentée fondée sur les principes du droit humanitaire international et non sur les émotions ni les pressions. À l'abri des regards dans les couloirs feutrés du quai d'Orsay, une cellule d'élite fut discrètement mise sur pied rassemblant les sommités françaises en géopolitique du Moyen-Orient, en droit de la guerre et en action humanitaire. Autour de la table, Denis Beauchard, diplomate chevronné, figure tutélaire de la politique française dans la région,
Bertrand Badi, professeur de géopolitique à Sciences Po, redoutable analyste des rapports de domination. Et enfin, Marie-Françoise Bechtel, juriste de renommée internationale habituée des arènes juridiques les plus complexes. Ensemble, ils avaient assemblé un dossier explosif, une charge implacable contre les entorses supposées au droit international perpétrées dans l'enfer de Gaza. Monsieur le Premier ministre, lança Marie-Françoise Bechtel d'un ton ferme, lors d'une réunion à huis clos à Matignon, nous avons recensé pas moins de 47 frappes ciblant des structures civiles protégées par les conventions de Genève, des hôpitaux, des écoles, des lieux de culte, des réseaux d'eau potable. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est une méthode. Ces constats juridiques implacables dans leur rigueur ne firent que renforcer la volonté de Lecornu sortir du flou diplomatique pour ancrer le débat sur le socle du droit international. Quand un État foule aux pieds le droit humanitaire, notre devoir est de le dénoncer sans ambiguïté, lança-t-il à ses collaborateurs sans détour. Mais ce n'était là que la partie émergée de l'iceberg. Ce qui scandalisa encore davantage Paris fut la découverte glaçante d'armements français livrés autrefois dans le cadre de contrats stricts utilisés à Gaza dans des zones résidentielles saturées de civils. Une enquête discrète de la DGA mit en lumière l'impensable des systèmes de combat estampillés « Made in France », employés là où les lois de la guerre sont censées s'appliquer. Florence Parly, ex-ministre des Armées contactée en urgence, explosa « Nos technologies servent à massacrer des innocents. C'est une trahison de nos principes injustifiables tant sur le plan moral que légal. Il faut stopper net toutes les livraisons. » La décision de geler toute livraison d'armement à destination d'Israël fut actée par Paris, 14 jours avant le grand rendez-vous onusien, déclenchant à Tel Aviv une tempête diplomatique d'une rare intensité. Furieux, Benjamin Netanyahou décrocha lui-même son téléphone pour s'entretenir avec Emmanuel Macron, dénonçant une manœuvre agressive qui alimente le terrorisme, selon ses mots. Mais du côté français, aucune intention de reculer la ligne rouge était franchie et il n'était plus question de faire marche arrière. C'est dans ce climat électrique que le chef du gouvernement israélien demanda à s'exprimer devant le Conseil de sécurité, sous prétexte de dissiper les malentendus persistants entre Jérusalem et les capitales européennes. En vérité, il s'agissait d'une opération de reconquête diplomatique bien huilée, visant à rallier l'opinion mondiale à la cause israélienne, tout en plaçant la France dans l'angle mort d'un isolement pro-palestinien. Le discours fut ciselé, avec la précision d'un orfèvre par ses stratèges les plus chevronnés, peindre l'intervention militaire à Gaza comme une urgence vitale, exposer les atrocités du Hamas, et surtout, subtilité suprême, ranimer les fantômes de l'antisémitisme européen afin de museler toute critique, même la plus légitime. Ces Européens ont une fâcheuse tendance à souffrir d'amnésie sélective, lança Netanyahou à ses proches, installés dans le salon feutré de l'hôtel King David à Jérusalem. Il semble oublier que nous représentons la seule démocratie viable au cœur du Moyen-Orient et que nos ennemis n'hésitent pas à se servir de leurs propres enfants comme boucliers humains. Il est temps de leur rafraîchir la mémoire. Les véritables coupables des pertes civiles, ce ne sont pas nos soldats. Ce vieux levier rhétorique, celui du transfert de responsabilité, avait servi efficacement des générations de dirigeants israéliens face à des Européens trop gênés pour répondre. Ce que Netanyahou ignorait, c'est qu'en face, le ministre français Lecornu n'était pas venu les mains vides. Il avait, dans la plus pure tradition cartésienne, construit patiemment une riposte implacable armée de données précises, de témoignages vérifiés et d'analyses juridiques solides destinées à démonter pièce par pièce les entorses au droit international commises par Israël. Le 15 novembre 2024 à 15h30, pile dans le théâtre solennel du Conseil de sécurité de l'ONU, Benjamin Netanyahou fit son entrée à la tribune avec cette gravité théâtrale dont il avait fait sa marque lors des grandes messes diplomatiques. Vêtu de son éternel costume anthracite, l'air grave vissé sur le visage comme une armure, il incarnait à la perfection la figure du chef démocratique retranché, cerné par les soi-disant barbares du monde. Il prit la parole avec une élocution millimétrée polie par des décennies de pratiques multilingues. « Mesdames et messieurs les représentants des nations,
lança-t-il avec aplomb. « Je suis ici pour affirmer haut et fort le droit sacré d'Israël à défendre ses citoyens face à la terreur la plus inhumaine. » Son intervention finement huilée oscillait entre le pathos bien rodé du témoignage personnel, évoquant les victimes israéliennes du 7 octobre et la froideur stratégique d'une mise en garde géopolitique, cette fois pointée en direction de l'Iran. Netanyahou déroula ensuite son argument principal avec l'assurance d'un général en plein champ de bataille idéologique. Israël mène une guerre, juste une guerre propre contre des ennemis qui, eux, foulent aux pieds toute notion de civilisation, déclara-t-il d'un ton ferme. Le Hamas, en toute conscience, transforme la population palestinienne en rempart humain. Ils cachent leurs rampes de missiles dans les écoles, planquent leurs QG dans les hôpitaux et stockent leurs armes dans les mosquées. Chaque civil tué est selon lui une conséquence directe des tactiques cyniques du Hamas. Tsahal, bien sûr, n'y serait pour rien. Cette narration des boucliers humains, répétée avec insistance, était le cœur même de sa défense. Israël n'était pas le bourreau, mais la victime d'une mise en scène tactique. Et il ne s'arrêta pas là. Avec une aisance glaciale, il poursuivit. Nos adversaires misent sur la compassion occidentale, sur notre faiblesse face à la souffrance filmée. Ils orchestrent leur propre mort, scénarisent leur douleur, exploitent l'émotion collective pour préserver leurs infrastructures de terroristes. Accuser les Palestiniens de théâtraliser leur propre souffrance, il fallait oser. Cette déclaration d'un cynisme glacé ne pouvait que mettre le feu aux poudres du côté de l'écornu. Mais emporté par l'élan de sa propre mise en scène oratoire, Netanyahou ne s'arrêta pas là. Fixant froidement les représentants français dans la salle, il lâcha « Ce sont la France et quelques nations européennes qui aujourd'hui préfèrent châtier la victime au lieu de condamner l'agresseur. » Et de poursuivre sans ciller, en gelant les livraisons d'armement à Israël, il sape notre droit à l'autodéfense et, sans le vouloir, offre un soutien moral au terrorisme mondial. Cette attaque frontale, visiblement préméditée, visait à faire sortir Paris de ses gonds. Mais ce que Netanyahou n'avait pas anticipé, c'est que, de l'autre côté, l'écornu n'était ni improvisé ni désarmé. Il avait affûté ses armes, pas de guerre, mais de droit, de fait et de fermeté. Quand l'écornu demanda la parole d'un ton calme mais assuré, un silence lourd tomba sur la salle comme si l'air lui-même retenait son souffle. Tous les regards convergèrent vers lui. Le Premier ministre français se leva avec cette élégance républicaine, ce sens de la gravité tranquille qui rappelle les heures solennelles de la diplomatie française. Il gravit lentement les marches menant à la tribune sans précipitation ni hésitation et planta ses yeux dans ceux de Netanyahou, le regard droit comme une lame. Puis, avec une voix maîtrisée mais acérée, il lâcha la phrase qui allait faire trembler les murs de Tel Aviv et fracturer l'opinion mondiale. « Non, monsieur Netanyahou, permettez-moi de vous interrompre. Merci pour ce brillant exemple de ce qu'est devenu la rhétorique israélienne contemporaine, un cocktail vénéneux mêlant posture victimaire et aveuglement volontaire. » La riposte était foudroyante sans détour. Pris de court, Netanyahou redressa instinctivement le buste, visiblement ébranlé par cette audace française, peu coutumière. Le cornu implacable poursuivit tout en sortant un dossier épais de sa serviette. « Vous invoquez la légitime défense soit. Mais regardons les faits, ceux que vous semblez préférer enterrer. 41 000 Palestiniens tués, dont 16 000 enfants, face à 1200 victimes israéliennes le 7 octobre. Cela nous donne un rapport de 34 morts palestiniens pour chaque Israélien. Où est donc la proportion dans cette prétendue défense légitime ? Lorsque l'écornu asséna ses chiffres secs comme une gifle et froids comme une lame, la salle fut saisie d'un frisson collectif. C'était comme si un seau d'eau glacée avait été jeté sur l'Assemblée. Netanyahou, piqué au vif, tenta une interruption désespérée. « Monsieur le Premier ministre, cette comparaison n'a pas lieu d'être. » Mais le Français imperturbable lui coupa la parole d'un ton tranchant comme du verre. « Détrompez-vous, monsieur Netanyahou. Non seulement je peux comparer, mais j'en ai l'obligation. C'est précisément le rôle du droit humanitaire international. » Et sans lui laisser le temps de répliquer, il reprit son démontage chirurgical. « Vous parlez de boucliers humains. Très bien. L'ONU a mené des enquêtes sur 47 frappes visant des hôpitaux, des écoles et des infrastructures humanitaires. Résultat, aucune preuve, pas une seule, que le Hamas occupait ces lieux au moment des frappes.
Zéro. Chaque mot tombait comme une enclume. La salle médusée découvrait des vérités volontairement dissimulées par des années de discours israéliens bien rodés. Mais abordons sans détour votre accusation la plus abjecte, lança l'écornu le regard noir et la voix tendue par une colère contenue. Vous avez l'audace d'insinuer que les Palestiniens orchestrent leur propre douleur. Monsieur Netanyahou, les 16 000 enfants qui ont péri ne faisaient pas du théâtre. Les familles ensevelies sous les ruines ne tournaient pas un film. Ces mots tranchants comme des éclats de verre mirent à nu le point névralgique de la narration israélienne. Dans la salle, des délégués échangèrent des regards lourds de gêne, de doute, peut-être même de prise de conscience. Et l'écornu implacable enfonça le clou. Puisque vous convoquez l'histoire, permettez-moi à mon tour de faire appel à la mémoire. Les conventions de Genève ont vu le jour après la Seconde Guerre mondiale, justement pour qu'on n'assiste plus jamais à des massacres de civils justifiés par la sécurité nationale. Et vous, héritiers d'un peuple victime de ces horreurs, vous piétinez aujourd'hui les principes censés vous protéger hier. Faire allusion à la Shoah dans une enceinte diplomatique relevait de la prise de risque maximale. Mais l'écornu ne trembla pas une seconde. Il assumait cette audace jusqu'au bout, retournant contre Tel Aviv, ce qui avait longtemps été son bouclier moral, l'histoire elle-même. Netanyahou blême tenta un dernier baroud d'honneur. La France ne mesure pas l'ampleur de la menace existentielle à laquelle nous faisons face. Mais l'écornu implacable le coupa net, bien au contraire. Nous la comprenons mieux que quiconque, et c'est justement parce que nous la comprenons que nous affirmons ceci. On ne peut pas combattre la terreur en adoptant ces méthodes. On ne lutte pas contre le fanatisme en le reproduisant. Le mot était lâché. Terrorisme d'État. Il claqua dans la salle comme une détonation morale. Jamais encore un chef d'État occidental n'avait osé qualifier ainsi la politique israélienne, et encore moins dans un cadre officiel. Et pourtant, ce n'était qu'un avant-goût de ce que l'écornu s'apprêtait à décocher en guise de coup final. Vous nous blâmez pour l'arrêt de nos exportations d'armes, monsieur Netanyahou, lança l'écornu le regard fixe et la voix glaciale. Et pourtant, ce sont bien nos missiles que l'on retrouve à frapper des camps de réfugiés, nos blindés qui nivellent des quartiers entiers, nos drones qui filment la traque d'ambulances. Souhaitez-vous vraiment que la France signe sa complicité dans ces violations flagrantes du droit de la guerre ? L'époque où tout était justifié au nom de votre sécurité nationale est terminée. Chaque vie palestinienne pèse autant qu'une vie israélienne. La déflagration fut immédiate. Netanyahou blême quitta la pièce sans dire un mot, escorté par sa délégation tout aussi muette. Un silence abasourdi s'installa dans l'assemblée choquée. Jamais auparavant dans l'histoire du Conseil de sécurité, une voix occidentale n'avait osé imputer à Israël des accusations aussi explosives, crimes de guerre. Terrorisme d'État. L'impact fut foudroyant, résonnant aux quatre coins du globe. À Tel Aviv, c'était l'implosion. La presse israélienne hurlait à la trahison. Paris dégaine contre Jérusalem. L'écornu, le Hitler version 2024. L'antisémitisme made in France reprend du service. Réaction immédiate du gouvernement. L'ambassadeur en poste à Paris rappelait illico tous les échanges bilatéraux mis sur pause, mais dans les rues du Caire, de Rabat ou de Bagdad, l'atmosphère était tout autre. C'était l'effervescence des foules en liesse, des pancartes brandies haut des slogans en faveur de la France juste. L'écornu devint en l'espace de quelques heures un héros dans l'opinion publique arabe. Jamais depuis des générations un chef d'État occidental n'avait eu le cran de formuler tout haut ce que des millions murmuraient à mi-voix depuis trop longtemps. En Europe, les réactions plus feutrées, mais ô combien révélatrices, dessinèrent une fracture silencieuse. L'Allemagne et l'Italie exprimèrent avec prudence leur malaise face à l'embrasement rhétorique, tandis que dans les capitales scandinaves, on acquiesçait sans faire de bruit. L'Irlande et l'Espagne, elles sortirent hors de leurs réserves et applaudirent la prise de position tricolore sans détour. Mais le vrai séisme, il se joua de l'autre côté de l'Atlantique. Aux États-Unis, le clivage fut brutal. L'élite politique d'un seul bloc fustigea l'écornu avec véhémence, mais dans les rues, sur les campus, dans les médias alternatifs, un vent nouveau soufflait. Les jeunes, les voix progressistes, saluaient une parole enfin libérée, un discours qui osait casser les lignes.
Et 6 mois plus tard, les répliques de ce choc n'avaient rien d'éphémère. Les liens entre Paris et Tel Aviv étaient au bord de la rupture, mais la France, elle avait gagné quelque chose de rare. Une stature morale retrouvée aux yeux du monde musulman et même auprès d'une frange croissante de l'opinion publique occidentale. L'histoire un jour inscrira peut-être ces 6 minutes mémorables au Conseil de sécurité de l'ONU comme l'instant charnière où l'Occident commença à regarder autrement le drame israélo-palestinien. L'écornu en brisant sans trembler un interdit diplomatique enraciné depuis des générations, traça une ligne nouvelle, celle d'une critique désinhibée envers Tel Aviv. Le journal Le Monde, dans un éditorial tranchant, le résuma ainsi « En l'espace de 6 minutes, Lecornu a mis des mots clairs sur ce que beaucoup chuchotaient depuis trop longtemps. Il a rappelé à la communauté internationale une évidence trop souvent ignorée. La souffrance humaine n'a ni passeport ni hiérarchie, et la loi internationale ne connaît pas d'exception, pas même pour Israël. Mais derrière le choc médiatique, derrière cette mise en scène brillante qui fit trembler les murs feutrés de l'ONU, il y avait un travail de fond méthodique et souterrain orchestré pendant des mois dans l'ombre par une poignée d'initiés déterminés. Tout avait discrètement commencé 5 mois avant l'explosion diplomatique au cœur du très feutré Quai d'Orsay, alors que les premiers clichés insoutenables de Gaza saturaient déjà les réseaux sociaux et faisaient vaciller les certitudes des chancelleries occidentales. Le véritable déclic ? Un rapport ultra confidentiel estampillé « Médecins sans frontières » atterrit sans détour sur le bureau présidentiel en juin. Un document chirurgical glaçant qui disséquait les plaies infligées aux civils gazouis, éclats métalliques identifiés comme issus d'obus antipersonnels, brûlures chimiques laissant deviner l'usage de phosphore blanc, membres déchiquetés révélant probablement des frappes à sous-munitions. Face à ce dossier accablant, c'est le docteur Xavier Emmanuelli, figure tutélaire de l'humanitaire français et cofondateur de MSF, qui, lors d'une réunion d'urgence convoquée à l'Élysée, planta le dernier clou dans le cercueil du silence diplomatique. « Monsieur le Président, ce que nous documentons à Gaza n'a rien d'un conflit urbain classique. C'est une stratégie d'annihilation, une opération calibrée pour broyer des civils à l'aide de technologies conçues pour infliger une souffrance maximale. » Ces mots précis et impitoyables frappèrent Emmanuel Macron en pleine conscience. Et rien à partir de là ne serait plus comme avant. Comment l'Occident éclairé peut-il contempler l'horreur sans scier ? Lança-t-il l'air grave à ses plus proches conseillers. Garder le silence, c'est déjà participer. Ce sursaut moral du chef de l'État allait déclencher un branle-bas de combat inédit au sein de la machine diplomatique française. Catherine Colonna, alors chef du Quai d'Orsay, ne perdit pas une seconde. Une cellule de veille juridique fut montée ultra spécialisée chargée de traquer systématiquement les violations du droit humanitaire commises à Gaza. L'ambition, rien de moins qu'un double front, établir des preuves solides des crimes de guerre présumés et concocter une riposte diplomatique à la hauteur du choc. La Dream Team rassemblée pour cette mission n'avait rien à envier à un think tank d'élite Denis Beauchard, ex-ambassadeur en Syrie, et fin connaisseur du Levant Marie-Françoise Bechtel, une sommité du droit international, le général Vincent Desportes, stratège chevronné formé à l'école de guerre, et Leïla Daclé, historienne au CNRS pointue sur les dynamiques du monde arabe. Monsieur le Premier ministre, lança calmement mais avec autorité, Marie-Françoise Bechtel lors du tout premier briefing stratégique à Matignon. Nous ne sommes pas dans une zone grise du droit bombardé de manière répétée. Des hôpitaux, des établissements scolaires ou des lieux saints relèvent clairement de crimes inscrits noir sur blanc dans le droit humanitaire international. Statut de Rome, Convention de Genève, protocole additionnel, tout y passe. Son analyse tranchante s'appuyait sur une enquête méticuleuse quasi chirurgicale menée par une équipe française déterminée à assembler un dossier irréfutable. Ils avaient dépioté des centaines de rapports d'ONG, recoupé chaque témoignage issu du terrain croisé ces données, avec des images satellites issues du Centre national d'études spatiales. Résultat, un pavé de 800 pages lourd comme une enclume débordant de preuves aussi accablantes que difficiles à ignorer. Parmi les dizaines de dossiers compilés, un cas faisait frémir jusqu'aux diplomates les plus endurcis, celui du bombardement de l'hôpital Al-Shifa.
Les conclusions françaises tirées de données géolocalisées et de témoignages de médecins présents sur place ne laissaient aucune ambiguïté. L'explosion avait frappé en pleine opération chirurgicale pédiatrique, fauchant 23 patients et 11 soignants. Ce n'est pas une bavure, c'est un crime de guerre au sens strict du terme, trancha froidement l'experte juridique française. Aucune considération stratégique ne peut justifier une telle sauvagerie. Mais le plus insoutenable restait à venir, la traçabilité des armes utilisées. L'enquête menée par Paris révélait que plusieurs systèmes offensifs, vendus sous cadre légal à Israël par des entreprises européennes comme Thales et MBDA, avaient servi à frapper des zones densément peuplées, une violation manifeste des clauses humanitaires prévues dans les contrats. Florence Parly, ex-ministre des Armées, consultée par Le Cornu, laissa éclater sa colère. « Nos missiles Mika et nos bombes AASM censées défendre servent désormais à abattre des enfants palestiniens. C'est une trahison industrielle, une perversion morale de notre technologie militaire. Il faut geler toute coopération avec Israël immédiatement. » C'est cette révélation explosive qui avait précipité la décision française, sans appel en septembre 2024. Paris fermait le robinet des livraisons d'armement vers Israël. De l'autre côté de la Méditerranée, la riposte verbale ne se fit pas attendre. Dans un communiqué enflammé, Netanyahou dénonça une France qui, selon lui, tend la main aux terroristes et tourne le dos aux démocraties. Mais l'Élysée resta de marbre inébranlable sur sa ligne de conduite fondée sur le droit et l'éthique. Pendant que les experts français compilaient minutieusement les preuves des violations israéliennes, l'équipe de Le Cornu s'attaquait à un autre mystère: comment Israël avait-il réussi, décennie après décennie, à éviter toute sanction internationale, malgré ses infractions répétées. Pour cela, un renfort discret mais précieux avait été sollicité. Franck Barra, journaliste aguerri et fin connaisseur du dossier palestinien, fut chargé de décoder les rouages de la stratégie médiatique israélienne. Son analyse livrée lors d'un échange confidentiel fut sans fard. Monsieur le Premier ministre, Israël manie depuis longtemps 3 leviers puissants de manipulation. D'abord, une victimisation permanente qui anesthésie toute critique. Ensuite, l'art d'inverser les rôles en transformant l'agresseur en défenseur. Et enfin, l'arme absolue, agiter l'accusation d'antisémitisme dès que quelqu'un ose contester leur politique. C'est une mécanique bien huilée, on brandit la Shoah, on jette l'anathème sur les critiques et on renverse la culpabilité. C'est en décortiquant méthodiquement les ficelles de la mise en scène israélienne que Le Cornu avait affûté sa riposte taillée au scalpel pour couper court aux effets de manche. Prévisible comme une vieille pièce de théâtre, avait soufflé son équipe. Netanyahou va dérouler son discours habituel. À nous de démonter chaque élément avec la rigueur froide des faits impossibles à contester. Mais l'arme secrète de la diplomatie française n'était pas seulement dans les dossiers ou les chiffres, c'était dans la préparation mentale. Un expert en gestion de crise vétéran des cabinets présidentiels avait été missionné pour entraîner Le Cornu à ce qu'il appelait l'imperméabilité au chantage émotionnel. Monsieur le Premier ministre, préparez-vous, il tentera de vous coller l'étiquette infamante d'antisémite en s'abritant derrière l'histoire juive. Ne mordez pas à l'hameçon, tenez-vous à la froideur du droit, restez inattaquable sur le terrain des normes internationales, là où l'émotion n'a pas sa place. Cette forme d'entraînement psychologique n'était pas un luxe, mais une nécessité absolue. Elle donnait à Le Cornu l'endurance pour ne pas plier sous la pression de méthodes devenues classiques qui avaient paralysé tant de leaders européens trop tétanisés par la peur d'être accusés d'antisémitisme pour oser dire le fond de leurs pensées. À Matignon, les séances de simulation frôlaient le théâtre immersif, tant leur intensité était bluffante. Denis Bochart, en acteur aguerri, s'appropriait à la perfection le rôle de Netanyahou, posture martiale, intonation indignée, et cet art sirodé de la victimisation stratégique. Monsieur Le Cornu, en agissant ainsi, vous servez les intérêts des terroristes, lançait-il mimant avec brio la fausse colère du Premier ministre israélien. Et Le Cornu, imperturbable, lui renvoyait « Non, monsieur l'ambassadeur, je défends simplement les principes non négociables du droit international. » Chaque répétition affûtait ses réflexes, peaufinait son aisance, aiguisait sa capacité à faire vaciller son contradicteur sans hausser le ton. Et parce qu'il savait
Que la tempête médiatique suivrait sans faute, rien n'avait été laissé au hasard. L'équipe de communication sur les starting blocks avait rédigé tout un arsenal de réponses, prêtes à l'emploi anticipant les accusations d'antisémitisme qui tomberaient comme la pluie en novembre. Le mot d'ordre était clair, simple et martelé comme un refrain. Remettre en cause une politique, ce n'est pas s'en prendre à un peuple. Un mantra que la France allait bientôt opposer front levé à une mécanique de culpabilisation bien huilée. À 3 semaines du grand rendez-vous onusien, un souffle inattendu mais décisif vint renforcer Le Cornu une lettre ouverte signée par 20 intellectuels juifs, français parmi lesquels Bernard-Henri Lévy, Alain Finkielkraut et Élisabeth de Fontenay. Tous appelèrent d'une même voix le gouvernement à briser le silence et à dire la vérité sur Gaza, sans se laisser intimider par le spectre omniprésent de l'accusation d'antisémitisme. La mémoire de la Shoah, écrivait-il, ne doit jamais devenir le prétexte moral de nouvelles atrocités contre l'humanité. Ce manifeste, rare par son courage et son symbolisme, eut l'effet d'un bouclier moral pour Le Cornu. Soudain, sa lutte ne relevait plus seulement d'une querelle diplomatique ou juridique, mais d'un combat pour libérer la parole critique prisonnière depuis trop longtemps du chantage à la culpabilité. Pour lui défendre le droit international, c'était aussi défendre le droit de nommer l'injustice, même quand elle venait d'un allié. Le trajet vers New York s'était transformé en véritable montée en tension. Dans la cabine feutrée de l'Airbus A330 présidentiel, Le Cornu ne perdit pas une minute les yeux. Plongé dans son épais dossier, il affinait chaque chiffre clé, ciselait ses punchlines, peaufinait sa rhétorique, comme un escrimeur affûtant sa lame avant le duel. Autour de lui, son équipe agissait comme un bataillon de stratèges, orchestrant les derniers réglages avant un affrontement aux allures d'histoire avec un grand H. Pendant que le ciel nocturne défilait à 900 km/h, Denis Beauchard s'était approché, la voix calme mais chargée d'intensité. « Souvenez-vous » avait-il murmuré, « ce que vous incarnez dépasse de loin la diplomatie tricolore. Vous êtes la voix de ceux qui refusent que le droit devienne optionnel, surtout pour les puissances qui se parent des habits de la démocratie. Ce que vous allez faire là-bas, c'est inscrire une page dans les annales. » L'atmosphère à New York frôlait l'ébullition bien avant que les discours ne fusent. Dans l'enceinte onusienne, tout indiquait qu'un choc frontal entre Paris et Tel Aviv était imminent. Tandis que les grandes chaînes d'information scrutaient chaque geste, chaque silence. Les diplomates français et israéliens s'affrontaient déjà dans les coulisses à coups de déclarations savamment distillées dans la presse internationale, orchestrant une bataille narrative préméditée. Au sein de la délégation israélienne retranchée dans les salons feutrés du Plaza, les visages restaient impassibles, mais les regards trahissaient une tension grandissante. Leur service de renseignement avait bel et bien intercepté quelques alertes inquiétantes. La France mijotait une offensive diplomatique d'une ampleur inhabituelle ciblant frontalement la campagne militaire menée à Gaza. Pourtant, dans une démonstration d'un aveuglement confondant les conseillers de Netanyahou, balayait toute l'alerte d'un revers de main sur d'eux comme des joueurs trop habitués à gagner sur un coup de bluff. Bah, les Français vont encore nous reprocher notre soi-disant usage disproportionné de la force, ironiser un stratège certain que leurs arguments classiques suffiraient. On sortira l'éternel triptyque droit à la sécurité menace terroriste, bouclier humain, c'est du déjà joué, tout est rodé. Ce qu'ils ignoraient, c'est que cette fois le scénario avait changé et que leur suffisance allait leur coûter plus qu'un simple désaveu diplomatique. À la veille du choc diplomatique, annonçait un message inattendu atterri dans la boîte sécurisée de Le Cornu, porteur d'un poids symbolique considérable. Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, y glissaient quelques lignes sobres mais percutantes. Monsieur le Premier ministre, cela fait trop longtemps que l'ONU attend qu'un membre ose dire à voix haute ce que tant d'entre nous murmurent derrière des portes closes. Le moment est venu de rappeler au monde que la loi internationale ne porte pas de passeport. Cette approbation discrète mais ô combien significative n'était pas une simple marque de sympathie. Elle résonnait comme une onction morale, une légitimité silencieuse offerte à Le Cornu. Désormais, il ne portait plus uniquement l'étendard tricolore. Il devenait l'espace d'un instant l'écho de cette conscience collective, trop souvent bâillonnée, celle qui voit, qui sait,
mais que la lâcheté diplomatique empêche de parler. Il allait affronter Israël au nom de bien plus que la France, il incarnait une clameur universelle trop longtemps étouffée, tandis que l'aube dorait les vitres du Régis Hôtel Le Cornu, ouvrait les yeux avec la conscience aiguisée d'un homme sur le point d'entrer dans l'arène. Ce matin-là, pas de discours creux, ni de demi-mesure, il allait porter devant la planète entière le message que l'ère de l'impunité israélienne devait toucher à sa fin. Aujourd'hui, c'est à Netanyahou et à tous ceux qui détournent les yeux que je vais dire « stop », avait-il soufflé déterminé à son directeur de cabinet. À peine franchi le seuil du siège des Nations Unies, il fut happé par l'électricité ambiante. Pas moins de 400 journalistes avaient décroché leur accréditation. Un chiffre sans précédent pour un sujet aussi explosif que celui du Moyen-Orient. À l'extérieur, la foule se scindait en deux camps bien distincts, palestiniens et israéliens séparés par les slogans, mais unis par une tension presque physique. Et dans l'hémicycle du Conseil de sécurité, chacun retenait son souffle. Ce qui allait se jouer ne relevait pas d'un banal échange diplomatique, c'était une mise en accusation en bonne et due forme. Dans ce théâtre mondial, Le Cornu s'apprêtait à enfiler la robe du procureur, tandis que Netanyahou, bon gré mal gré, endossait celle de l'accusé principal. Lorsque Netanyahou se leva pour justifier l'opération menée à Gaza Le Cornu, l'observa imperturbable comme un procureur aguerri décortiquant chaque ligne de défense d'un accusé trop sûr de lui. Les arguments s'enchaînaient, tentatives d'atténuation, détournement habile des responsabilités, appel systématique à la victimisation. Tout était là comme sorti d'un manuel déjà feuilleté 1000 fois. Dans sa tête, Le Cornu cochait les cases une à une avec la froide précision d'un chirurgien avant l'incision. Voilà exactement ce qu'on avait anticipé, se dit-il. Le sempiternel disque rayé, l'éternelle posture de victime, les fameux boucliers humains, les accusations lancées contre quiconque ose questionner. Parfait, je vais démonter ce théâtre morceau par morceau. Et quand Netanyahou, persuadé d'avoir convaincu, conclut son plaidoyer, il ne se doutait pas une seconde qu'il venait sans le vouloir d'offrir à son contradicteur toutes les munitions nécessaires pour une riposte implacable. Le Cornu n'avait plus qu'à dégainer. Ce que le public rassemblé dans l'enceinte solennelle de l'ONU n'avait aucun moyen de discerner, c'était l'architecture invisible et pourtant redoutablement efficace du discours de Le Cornu. Derrière chaque phrase tranchante, chaque réplique méthodiquement posée, se cachait un arsenal rhétorique affûté par les meilleurs stratèges du droit international humanitaire. Rien n'était laissé au hasard. Il exécutait en direct des techniques éprouvées d'érosion argumentative utilisées dans les procès pour crimes contre l'humanité. D'abord la méthode de la preuve écrasante à chaque accusation, une pluie de données de chiffres impossibles à réfuter et des sources irréprochables. Ensuite, le renversement éthique, il ne répondait pas aux attaques israéliennes, il les renvoyait à l'envoyeur propulsant Netanyahou sur le banc des accusés. Puis venait la déconstruction du mythe défensif, en rappelant froidement qu'aucune preuve de présence du Hamas n'avait été retrouvée dans les écoles ou hôpitaux visés, il faisait voler en éclats l'écran de fumée du bouclier humain. Et pour finir la frappe symbolique en invoquant les origines mêmes des conventions de Genève post-Shoah, il retournait avec une précision chirurgicale l'arme mémorielle israélienne contre ceux qui s'en réclamaient. C'est cette orchestration millimétrée presque chirurgicale qui explique l'effet cataclysmique de l'intervention de Le Cornu sur la scène diplomatique mondiale. Il ne s'agissait plus d'un simple discours politique bien ficelé, c'était une démonstration éclatante de désossage méthodique d'une narration d'État habillée en légitimité. Le séisme provoqué dépassa toutes les anticipations, même les plus optimistes, du Quai d'Orsay. En un éclair, la passe d'armes fut découpée, sous-titrée en 43 langues et projetée sur les écrans des 5 continents. Des facultés de droit du monde entier, de Tokyo à Toronto, convoquèrent en urgence des colloques pour décrypter ce que beaucoup nommaient déjà un basculement historique dans la critique d'Israël. À Harvard, le professeur Noah Feldman lâcha une phrase qui fit mouche. En à peine 6 minutes, Le Cornu a pulvérisé un tabou que la diplomatie classique n'avait osé effleurer depuis des décennies. Pendant ce temps, à Oxford, la professeure Christine Bell enfonçait le clou. Ce moment marque un virage irréversible dans l'application du droit international désormais
Plus aucun État aussi chargé de mémoire soit-il ne pourra s'en draper pour fuir ses responsabilités contemporaines. Cependant, ce furent peut-être les réactions venues du monde juridique international qui sonnèrent le plus fort. Mary Robinson, ex-présidente irlandaise et fervente défenseur des droits humains, déclara que l'écornu avait brisé le sceau du silence juridique autour d'Israël. De son côté, Richard Falk, ex-rapporteur de l'ONU pour les territoires palestiniens occupés, salua l'audace française d'énoncer enfin ce que le droit exigeait depuis longtemps. Et cette onde de choc, loin de s'arrêter aux frontières hexagonales, provoqua un effet domino diplomatique. L'Espagne décida de stopper à son tour ses livraisons d'armement à Tel Aviv. L'Irlande saisit la Cour internationale de justice en accusant Israël d'actes génocidaires, tandis que la Belgique, n'étant pas en reste, ouvrit une enquête pénale pour crimes de guerre visant plusieurs hauts responsables israéliens. Une tempête judiciaire prenait forme et, cette fois, elle portait un sceau tricolore. Un semestre après cette passe d'armes mémorable, les répercussions géopolitiques ne s'étaient pas estompées, bien au contraire, elles s'enracinaient. Les ponts diplomatiques entre Paris et Tel Aviv étaient désormais réduits à l'état de ruines fumantes, mais sur l'échiquier moral, la France, elle avait avancé de plusieurs cases. Dans le monde arabo-musulman, son image resplendissait comme rarement, et dans les cercles occidentaux, surtout chez les jeunes générations en quête de justice, elle devenait le symbole d'un courage politique trop longtemps muselé. Plus encore, le séisme Gaza avait précipité l'avènement d'une justice internationale moins docile, plus équitable, moins sélective. L'ère des passe-droits semblait vaciller face à une impunité israélienne devenue insoutenable. L'Europe commençait à comprendre qu'appliquer le droit international ne pouvait plus se faire à géométrie variable. Cette mue radicale culmina dans un vote historique à l'Assemblée générale des Nations unies, pour la première fois une majorité écrasante. 184 États adopta une résolution qualifiant les exactions à Gaza de crimes de guerre systématiques et exigeant noir sur blanc des réparations pour les victimes palestiniennes. Grâce à l'onde de choc provoquée par l'écornu, le droit international s'est enfin affranchi de ses chaînes idéologiques, affirma William Schabas, ex-président de la commission d'enquête onusienne sur Gaza, avec une lucidité désarmante. À partir d'aujourd'hui, nul État, fût-il porteur d'une histoire douloureuse, ne pourra plus se draper dans sa souffrance passée pour maquiller ses dérives actuelles. Quant à l'écornu, sa stature avait dépassé celle d'un simple chef de gouvernement français. Il incarnait désormais aux yeux du monde l'archétype du dirigeant qui ose tenir tête à l'impunité et brandir le droit international, non comme un ornement, mais comme une arme d'équité. Son intervention du 15 novembre 2024 faisait désormais autorité disséquée dans les amphithéâtres des facultés de droit, comme une œuvre de référence alliance rare entre intégrité morale et implacabilité juridique. Et c'est sous les projecteurs du siège des Nations Unies, lors de la cérémonie de remise du prix des droits de l'homme en décembre 2025, que le jury lui rendit un hommage solennel, saluant une action qui, selon ses mots, élève l'idéal d'humanité et trace une voie lumineuse pour ceux qui viendront. Les annales du monde retiendront qu'en ce jour singulier de novembre 2024, dans l'enceinte solennelle des Nations Unies, un homme seul, n'ayant pour seule arme que la rigueur du droit, parvint à infliger à l'un des États les plus coutumiers de l'impunité internationale une défaite morale retentissante. Ce ne fut ni par la force des armées, ni par le vacarme des discours creux, mais par la seule puissance du droit appliqué sans trembler, qu'il fit chanceler l'un des tabous les plus solides de l'ordre mondial. Et ce faisant, il traça un sillon inattendu, celui d'un monde où le respect des lois universelles n'est plus un idéal lointain, mais une exigence applicable à tous, sans totem ni passe-droit.